Il me chicotait comme s'il avait, ça veut dire comme il avait une haine. Il me faisait dire ce que eux ils avaient envie que je dise à ma mère. On me met à la porte à l'âge de 13 ans. Quand tu mets un enfant au monde, tu lui dois tout. Il ne te doit rien. Toi, tu lui dois tout. Excusez. Bonjour, je suis Caleb Lolito et aujourd'hui je vous raconte mon histoire. Je suis mannequin ivoirien et aussi je fais les vitrines à travers le pays. Je suis aussi dans l'entrepreneuriat. J'entreprends dans diverses activités comme la vente en ligne, le e-commerce surtout. D'accord. Alors, Caleb, tu es ivoirien, certes, mais tu es que ivoirien parce que, tu es quand même très puissant métissé, un tout petit peu. Oui, je suis né d'un père suisse-américain et d'une mère ivoirienne. D'accord, donc triple nationalité, quoi, triple origine, ok, intéressant. Et du coup, alors, en parlant des origines, est-ce qu'il y a une histoire derrière le père, la mère Oui, il y a une très belle histoire. Une histoire qui a débuté vraiment comme un conte de fées. Euh, je pense que mon père a rencontré ma mère dans dans des bonnes circonstances, quoi. Il venait à chaque fois la rendre visite parce que je pense que vu qu'il vivait en l'Amérique et la Suisse, et il venait surtout en mission ici. Donc, il a rencontré une jeune dame africaine, fraîche, vous savez, les blancs. Et puis bon, il avait décidé de se mettre en couple avec elle. Hein. Et puis, tout est parti de là. D'accord. Ok. Et du coup, Caleb arrive, petit enfant avec sa mère. Comment ça se passe l'enfance? Quels souvenirs aujourd'hui tu as de cette époque-là? D'abord, les souvenirs que j'ai de l'enfance quand elle était là. C'est que je me rappelle une fois à la maison, on avait le courant qui était coupé au quartier et puis parce qu'on vivait à l'époque à Vridi-Canal. Donc, je ne la trouvais plus. Notre maison était un peu comme une maison du village et les toilettes se trouvaient dehors. Ils ont dit, ah, ta maman, elle est dans les toilettes. Et j'étais tout petit. Je dis, maman, à cause du noir en fait. Donc, du coup, je la cherchais un peu partout. Et puis, elle a dit, non, je suis là, papa. Et c'est ça, ce truc-là qui est resté. Donc, quand même ma mère est partie et que je suis resté seul, je, cette, ça veut dire ce petit moment-là était toujours là. J'avais jamais oublié ce moment-là jusqu'à maintenant. Parce que je me disais que dans la peur, la première personne que je pouvais chercher qui pouvait me rassurer, c'était elle. D'accord. Donc, quand tu dis ça, je comprends que du coup, ton père ne vivait pas avec Et vous au quotidien. effectivement, à un moment donné, il est rentré et puis voilà quoi. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler de mon père parce que je trouve pas la force de parler de lui. Donc, on va déjà se focaliser sur les bons souvenirs. Donc, Effectivement. ta mère, l'enfance, comment ça se passe à Vridi-Canal? Toute ton enfance, ça c'est à Vridi-Canal ou après, est-ce que vous Oui, déménagez et puis aussi, j'ai fait beaucoup d'écoles. Hein. Donc, du coup, parce que de Vridi, je suis allé euh, à Yopougon, de Yopougon, Cocody. C'était un peu la navette, quoi. Comment on appelle d'abord, de Vridi, je suis allé d'abord à Agbon Gendarmerie. Et puis, Agbon, maintenant, Yopougon, Yopougon, Cocody. Et puis, voilà. D'accord, et tout ça avec ta mère? Non, non. À un moment donné, elle s'est dit que j'ai mis un enfant métis au monde. Et pour cela, je dois donner un avenir à cet enfant. Donc, ma mère avait pour idée de rentrer en Europe dans le but de se chercher. Alors, je propose d'y aller de manière un peu plus chronologique. Donc, ta mère part, en fait, t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 4 ans quand 4 elle est ans, partie. d'accord. Ouais. Elle part 4 ans. Et à ce moment-là, tu es récupéré par des amis et de la famille? Par la meilleure amie de ma mère. D'accord. Au tout début, ça allait, tout était cool et voilà quoi. À un moment donné de la vie, ma mère a voulu, parce que vu le quartier où on vivait, elle s'est dit,
Non, pour l'éducation de l'enfant, je veux qu'il change un peu d'environnement et je veux qu'il fréquente aussi des bonnes écoles, pouvoir aussi, pourquoi pas, se faire des amis avec Ouais, une des meilleure personnes de... fréquentation. Voilà, Mhm. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, donc, ta mère décide à ce moment-là bah, de te retirer de chez... de chez sa meilleure amie pour m'envoyer chez des tuteurs qu'elle-même ne connaissait pas. Elle a connu ces tuteurs, on va dire, par le bien d'une dame qui vivait avec elle aussi en Suisse. On décide de m'envoyer là-bas sans même me demander si je voulais aller là-bas parce que du coup, changer d'environnement de manière brusque m'a aussi, ça veut dire, ça aussi travaille, ça aussi agit sur moi. Et puis, voilà D'accord. quoi. Et quand tu arrives à Agban, tu as quel âge? Là, quand j'arrive là-bas, j'ai dans les 7 ans, 8 ans, Donc je pense. à 7 ans, 8 ans, tu arrives bah, chez des tuteurs que tu ne connais pas, que ta mère même ne connaît pas Oui. directement. Donc c'est Mhm. vraiment une famille d'accueil qui est très très éloignée Oui. émotionnellement bah, Oui. de vous. Oui. Et je suppose que ça se ressent dans le traitement au quotidien. La meilleure amie de ma mère, la vie là-bas n'était pas, dans le quartier, n'était pas waouh, c'était pas ce que on pouvait rêver avoir dans la vie. Mais j'aimais le fait d'avoir une figure maternelle. Et cette figure maternelle-là, elle était stricte avec moi quand c'était la rentrée et elle était cool. Elle faisait la maman cool quand c'était les vacances. Donc, c'était une femme qui m'éduquait à sa manière, avec les moyens qu'elle avait, et je l'aimais bien. Donc, changer d'environnement, changer de position à une autre position de manière brusque, ça m'a, ça m'a laissé un choc. Et le fait que je rentre dans une famille où, à un moment donné, on me dit, vu le quartier où il vient, on doit l'envoyer à l'hôpital, lui faire des injections, comme si j'étais malade ou comme si je transportais avec moi des bactéries ou je ne sais pas, des infections qui allaient peut-être les contaminer. Pour un enfant d'entendre ça, ça, ça me travaillait. À l'âge de 7 ans déjà, je me voyais déjà sale pour eux d'être avec eux. Et déjà que, étant chez eux, on m'interdisait d'avoir, ça veut dire, j'avais pas accès au salon. Le plus souvent, j'étais dans la cuisine, sur mon tabouret, et je regardais directement la télé de la cuisine au salon. Pendant que les autres enfants, eux, ils Pendant avaient que les accès. autres enfants, ils étaient. Donc, je me sentais un peu écarté. Et alors, lors du départ, je reviens légèrement un peu en OK. avant, le départ un peu brusque, Mhm. comment est-ce que tu le ressens à ce moment-là? Est-ce que tu as un moment de discussion avec ta maman adoptive? Même pas, Même pas. même pas. J'ai pas eu d'explication. Un bon matin, ça veut dire, un bon matin, j'étais là et on m'a dit, ah, il y a la dame qui est venue te chercher. Et ça, cette partie de l'histoire, je ne l'ai pas précisé, mais ça fait mal à ma première tutrice. Ça lui a beaucoup blessé parce que elle s'est dit, comment je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on m'arrache l'enfant? Ça l'a beaucoup blessé parce que c'est une femme avec qui je suis resté en contact jusqu'à aujourd'hui. On a de très bons liens. Et puis, voilà quoi, elle me dit tout, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'elle a toujours mes photos d'enfance. Donc, c'est une femme qui est aussi comme une mère pour moi. Je la respecte beaucoup. Ok. Donc, bah, du coup, séparation brusque, douleur de ta mère adoptive, Mhm, douleur qui est aussi tienne, mhm. et ça se passe pas très bien. Ça Donc, se passe pas bien. ça se passe pas bien du côté d'Agban. Jusqu'où, en fait, dans le quotidien, quels étaient tes rapports aussi avec bah, les autres enfants? Est-ce que vous aviez des interactions? Est-ce que eux, pareil, c'était aussi le même comportement que leurs parents? Elle avait un nouveau-né, elle avait une fille. Ça veut dire le traitement n'était pas les mêmes. Les traitements n'étaient pas les mêmes pour commencer. Et ce qui me faisait beaucoup mal, c'est que je devrais, le plus souvent, je devrais rester dans ma chambre. J'avais pas de jeu, j'avais rien. J'avais que mes livres d'histoire, mes cahiers de leçons, et puis voilà quoi. Et à l'école, ça allait. Ça allait parce que c'est à l'école seulement que j'arrivais à m'épanouir avec mes potes de l'école et tout.
Les Hirondelles d'Adjamé, c'était une école de prestige. Donc, je me sentais bien quand j'allais à l'école. Mais à la maison, ça veut dire, de l'école, tu es heureux, mais quand tu rentres à la maison, tu es attristé. Il y a toute cette énergie négative que tu reçois, tout, comment je vais dire, L'anxiété aussi, voilà. de gérer au quotidien. D'accord. Donc ça se passe pas très bien. Et avec la mère, différence de traitement et avec le père de cette nouvelle famille. Ça veut dire, je suis venu là à cause de cette nouvelle tutrice. Mais par contre, je n'avais pas assez de lien avec elle, mais plus avec son mari. Parce que dans la maison, c'est comme si, quand il est l'heure de manger, mange. Quand il est l'heure d'étudier, étudie. Quand il est l'heure de dormir, va dormir. C'était ça. Ça veut dire, c'était ça les rapports avec elle. Il n'y avait rien d'autre. Et le tuteur. Et le tuteur, il était plus sévère. Je ne sais pas. Moi, je dis qu'il n'aimait pas juste ma tête. C'est ce que je dis. À chaque fois, quand j'expliquais l'histoire à mes amis, je leur disais, le gars là, il n'aimait pas ma tête. Parce que pour un enfant de 7 ans qui fait de son mieux pour te donner des bons points à l'école, te donner de bons résultats, juste parce que dans un cahier de leçons, il y a sur une page 5 sur 10, c'était un gendarme, et je me rappelle bien, il y avait cette chicotte-là. Il y avait cette chicotte qu'ils avaient souvent autour des reins. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est les maltraites, un truc comme ça. Ce jour-là, à cause des 5 sur 10, il m'avait tellement battu que j'ai eu des bleus sur ma cuisse, sur mon dos. Il me chicotait comme s'il avait, ça veut dire comme s'il avait, il avait une haine. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y avait ce truc-là qu'il dégageait quand il me chicotait. Tu frappes un enfant de 7 ans qui te supplie jusqu'à le voir sans force. J'ai besoin d'un mot pour définir En fait, comment je devrais être il se avant défoulait, qu'il quoi. me laisse. Voilà, effectivement, il s'est défoulé sur moi et puis, bon. Un gendarme. Donc un militaire qui se défoulait sur un enfant de 7 ans. Et Voilà. c'était quotidien, ça arrivait souvent. Plus souvent. Peut-être même tous les jours. Parce que si ce n'était pas verbalement, c'était physiquement. Mais comment un enfant réussit à rester sain d'esprit dans ces cadres-là? C'est-à-dire que comment est-ce que le Caleb de 7 ans réussit en fait à maintenir un équilibre qui lui permet quand même de continuer à aller à l'école, de continuer en fait à exister, quoi. C'était quoi, qu'est-ce que tu utilisais comme méthode, comme moyen pour rester quand même sur pied? Quand j'ai... Excusez. Excusez. Quand j'étais chez ma tutrice, elle me disait tout le temps, quand tu as un problème, viens me dire. Et il était dans un environnement où il était aimé. Parce que c'est un environnement où tout le monde me connaissait. Tout le monde connaissait ma mère dans le quartier. Et quand j'avais un problème, elle me dit, même si je ne suis pas là, regarde dans un miroir et parle-toi. C'était là la thérapie. Donc, aller dans une autre famille où on me maltraitait, à chaque fois qu'on me battait, j'allais directement dans la douche. Je me regardais dans un miroir et j'avais un mot qui me revenait toujours à l'esprit. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va finir. Un jour, ça va aller. Un jour, ça va finir. Et c'est ce que je répétais à chaque fois dans le miroir, étant enfant, sans savoir même que c'était une thérapie que je faisais. Et puis, voilà. Et à ce moment-là, ta mère, est-ce que tu arrives quand même à lui lancer des SOS, à lui dire que ça ne va pas du tout? J'essaye en anglais parce que là-bas,
où j'étais avec la première tutrice, elle m'apprenait à parler anglais et tout. Et puis, avec ma mère, plus souvent, on parlait au téléphone en anglais. Et puis, j'essayais de ça veut dire, j'essayais de lui faire comprendre que ici, là où je suis pas bien. Mom, I'm not cool here. Ça veut dire, je suis pas bien ici. Elle trouvait que peut-être, je faisais peut-être des caprices ou sont des caprices d'enfants. Et ma mère n'a pas eu d'autres enfants. Ma mère n'a pas eu d'autres enfants à part moi. Donc, pour elle, elle se disait que j'exagérais. Pourtant, on n'était pas trop en contact. Donc, C'est vrai que ça, c'est un élément qu'on retrouve assez souvent dans les éducations un peu africaines, cette tendance-là de ne pas prendre en compte en fait, la parole de l'enfant, voilà. de ne pas valider Oui, le ressenti de l'enfant, les oui, oui, sentiments de l'enfant. oui. Et du coup, alors, j'ai cru comprendre que avec tes tuteurs d'Agban, en fait, tu ne resteras pas là très très longtemps. Tu vas faire peut-être 1 ou 2 ans. Comment est-ce que ça se termine avec eux? D'abord, j'ai fugué. Après qu'on m'ait poussé du deuxième. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet épisode-là, justement? Désolé, je ne peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas envie de. Oui, j'ai pas envie de vivre ça. Depuis lors où j'avais expliqué ça, j'ai des flashs à chaque fois. Et c'est un peu compliqué pour moi parce que quand j'ai les souvenirs qui me reviennent, c'est accompagné de crises. J'ai pas envie de revivre ça. Désolé, hein. Ah, pas de souci. Est-ce que tu permets que je refasse un récap rapidement pour les auditeurs, Ok, éventuellement? Donc, de l'histoire, c'est que tu as une énième en fait, séance d'études avec ton tuteur qui est toujours aussi violent oui, et qui, en fait, suite à un énième acte de violence, en fait, te montre la sortie, te demande de sortir de sa maison voilà, en te montrant cette fois pas la porte mais le balcon. oui, Et vu que naturellement, tu es un enfant, tu ne vas pas sortir par le balcon, il te pousse par ce balcon-là et tu te effectivement, retrouves à faire une chute de plus d'un étage, couché sur le effectivement, sol. effectivement, c'est ce qui s'est passé. Cette scène-là, ce jour-là, on m'avait privé de nourriture. Donc, je me suis dit au milieu de la nuit, pendant que tout le monde allait dormir, moi j'allais sortir, aller me servir. Parce que je m'étais mis en tête que maman envoie l'argent ici pour que je vive bien. Je ne reçois pas d'argent de poche pour aller à l'école. Un enfant qui a la faim au ventre, qui va à l'école sans nourriture, sans manger. Donc, pour moi, aller me servir, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on devait me priver de nourriture si ma mère envoie de l'argent dans cette famille pour que je sois à l'aise, pour que je vive bien. Donc, je me suis entêté ce jour-là, je suis rentré dans la cuisine, Mariko m'avait interdit de manger, et puis je suis allé me servir à manger. C'est là qu'il m'a vu, et il m'a dit que d'après lui, je l'ai désobéi et tout, que je suis venu voler sa nourriture d'après lui. Il m'a battu là, et puis voilà, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait ce qu'il voulait faire. Donc un enfant de 7 ans qui se retrouve jeté du balcon parce qu'il avait faim, parce qu'il Tout essaie de manger. simplement. Et du coup, après cet épisode-là, qui est très dur, hein, même moi là, c'est très dur, c'est de m'imaginer, c'est très très graphique. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quand même de l'aide autour. Oui, j'étais au sol, je saignais un peu de partout, et il y a eu cette dame-là, cette dame du quartier qui vendait la bouillie, les galettes, que j'ai jamais saluée. Parce que la routine, c'était l'école, la maison. L'école, la maison. Et quand je sors, ça veut dire à 16 heures où les enfants avaient droit à sortir, peut-être pour s'amuser et tout. Moi, quand je sortais, c'était directement l'école. La chambre, l'école, la chambre. Pas quoi. Donc cette dame-là, je la voyais. À chaque fois que j'étais à la maison, d'en haut, je la voyais en bas vendre. Donc il savait qui c'était. Et ce jour-là, pendant que j'étais à terre là, saignant, elle est venue, elle était en mode maman, parce qu'il y avait de plus longs cheveux que ça. Maman, maman, ça va, tu fais quoi ici? Parce que je pense que j'étais tombé sur sa place et elle devait installer ses affaires pour vendre là. Donc, elle me réveille et elle tourne, elle voit que c'est un jeune garçon qui est là en train de mourir, quoi. Donc, automatiquement, elle me met au dos, elle m'envoie à l'hôpital, on fait les premiers soins et puis voilà. Après ça, je reviens à la maison. Comment je vais quitter la maison? Je t'explique. Je reviens à la maison et
il y a les examens de l'école. Donc, du coup, je décide maintenant de retourner à l'école, continuer les cours. Ce jour-là, j'avais pour ambition fouille. Donc, je suis rentré en classe de 7 heures à midi. Midi, lorsqu'on devait retourner à la maison, j'ai eu une seule idée en tête, c'était de partir. Même si je ne savais où aller, c'était de partir. Et je savais que ma grand-mère avait un restaurant à l'époque au plateau, vu qu'elle m'envoyait là-bas plus souvent. Je me suis dit aller au plateau, la chercher, même si je n'avais pas l'adresse, j'allais quand même aller au plateau la chercher. Donc, j'ai quitté l'école ce jour-là. Au lieu d'aller à la maison, je suis allé au plateau. J'ai marché, je dis bien, j'ai marché avec mes blessures d'Adjamé jusqu'au plateau. Arrivé là, sur les lieux, j'ai rencontré un monsieur parce que je mendiais maintenant, parce que j'avais soif, j'avais faim et je mendiais là. Et il y a eu ce monsieur-là, un pasteur, qui m'a rencontré. Il m'a dit, mais toi, tu ne ressens pas un enfant de la rue, hein, que tu as quel problème? Et je l'ai expliqué tout ce que j'ai vécu là. Je l'ai expliqué, je lui ai dit ce que j'ai traversé. Et il croyait tellement pas, mais il voyait les résultats sur moi. Il voyait dans mon visage un enfant battu, un enfant détruit psychologiquement. Donc, il voyait ces résultats-là pendant qu'il communiquait avec moi. Donc, il m'envoie à la police, il me, il me déclare à la police et puis voilà quoi. Moi, ne sachant même pas même que dans mon cahier de leçons, il y avait les numéros de mes tuteurs, de mes parents et tout. Donc, on décide de les appeler, on appelle ma mère et ma mère maintenant qui appelle maintenant ma grand-mère. Ma mère maintenant va maintenant se rappeler tout ce que je lui disais au téléphone, comme quoi je n'étais pas bien, je ne suis pas bien là. On me frappe ici, on me fait ça ici, on me fait ça, maman, je vais quitter ici. Elle va maintenant se rappeler et c'est là maintenant que je vais l'expliquer pour lui dire comme quoi on m'avait poussé. Parce que le plus souvent du temps, quand elle appelait, ils étaient à côté. Ils me faisaient dire ce que eux ils avaient envie que je dise à ma mère pour ne pas qu'elle sache. Donc, tout ce que je disais le plus souvent à ma mère, ça venait d'eux. Et puis voilà quoi, il y a ma grand-mère qui vient me chercher, je retourne à Yopougon, à Nyangon, plus précisément à gauche. Et puis voilà quoi, là-bas, je retrouve une grand-mère affectueuse qui me donne beaucoup d'amour, beaucoup de cadeaux. J'avais jamais eu de cadeau. Ma première, ça veut dire mon premier cadeau de Noël, c'était avec cette dame-là. Une grand-mère que je venais juste à peine de connaître. Il y a des histoires de famille, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je vais expliquer moi mon histoire. Donc peut-être quelqu'un va se demander pourquoi c'est à cet âge-là que tu as connu ta grand-mère. Donc là-bas, je suis bien traité, j'ai beaucoup de cadeaux. Mon premier cadeau de Noël, ma première fête de Noël en famille, ça veut dire avec mes cousins qui aujourd'hui sont aux États-Unis. Donc il y a la loterie Visa Green Card des États-Unis qui était sortie. Donc vu que je n'étais pas avec elle, on ne m'a pas mis sur la liste. Donc automatiquement, je me retrouve encore seul parce que j'ai une grand-mère qui va bientôt me laisser. Et ce jour-là, je me retrouve à la maison seul avec ses belles sœurs. Je continue avec ses belles sœurs dans la maison. Ça veut dire, maman maintenant envoyait l'argent à ses belles sœurs pour qu'ils prennent soin de moi. Vu que j'étais déjà scolarisé là-bas, donc il fallait finir maintenant mon année scolaire et puis maintenant trouver une autre solution. En présence de ma grand-mère, j'étais tellement épanoui parce que dans sa cour, elle avait une très grande cour. Il y avait des arbres de tout fruit. On avait assez d'arbres de tout fruit en tout cas. Donc moi, j'étais tout le temps sur les arbres en train de grimper. Donc l'enfant qui était jovial devient casanier. Donc je suis tout le temps en chambre. C'est encore une autre routine. L'école, la nourriture, les études et la maison. Et puis voilà quoi, tout est fade. Pas de communication avec les autres, chacun dans son coin, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc la lune de miel, on va dire, avec la grand-mère, ça dure pas très longtemps, Ça hein. n'a pas duré. Ça dure pas longtemps. Donc là, encore une fois, tu te retrouves, bah, certes, toujours sans violence, mais toujours sans amour aussi. Voilà, C'est-à-dire que dans une voilà, grande cour où tu es un peu voilà, aussi voilà, livré à toi-même, hein, avec le voilà, départ de la grand-mère pour les États-Unis. voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que, à ce moment, tu as quel âge déjà, quand la grand-mère elle Euh, part? J'avais plus dans les 9 à 10 là-bas. Hmm, ok. C'est quand même très tôt hein, pour un enfant de se Oui. retrouver sur cet âge-là. Et tu continues toujours les cours à ce moment-là Oui, je continue les cours et tout. hmm, Et puis bon, après, on m'envoie dans la grande famille à Yopougon au niveau du terminus 40. Et puis voilà quoi, je me retrouve
encore avec des grands frères, des cousins, dans une maison familiale. Vraiment, ça veut dire, dans une maison familiale où il y a plus de communication, il y a, ça veut dire, il y a plus de communication, il y a plus de, comment je vais utiliser ce mot-là? Voilà, il y a plus de liens. Et puis voilà quoi. Et là, c'était dans la maison de mon grand-père. Et puis, c'était bien. C'était quand même bien jusqu'à sa mort. Et c'est après la mort du vieux que je quitte la maison à l'âge de 13 ans. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui motive ce départ? C'est une volonté de s'émanciper, ou un environnement qui te pousse aussi à... Non, on me met à la porte à l'âge de 13 ans. D'accord. Par ma propre tante, hein. Vu qu'en ce moment-là, c'est elle qui dirigeait la maison, c'était elle la tutrice. Il n'y avait pas de personne âgée, c'était elle la plus âgée. Puis, il faut aussi dire qu'il y avait les crises d'adolescence, il y avait aussi les histoires entre elle et moi. Donc, tout ça a généré ce départ-là, brusque. Mais je pense que ce n'était pas nécessaire de mettre un enfant de Non, non, 13 ans dehors. à 13 ans, tout le monde a des crises d'adolescence, tout le monde a un comportement un peu plus... et surtout dans ton cas, bah, il y a le passif aussi qui joue, qui remonte. Donc oui, à 13 ans, tout le monde passe par là. Mais voilà. Donc là, tu te retrouves encore une fois, bah, après cette éclaircie, là, tu te retrouves Voilà. encore une fois dans le dur. Comment tu survis seul à 13 ans dehors dans le Bougon? J'ai un grand frère qui m'avait recueilli parce qu'il voyait ce qui se passait chez nous. Pas seulement lui, des amis du quartier qui voyaient ce qui se passait avec ma tante. Et ce sont eux qui m'ont soutenu en ce moment-là. Ils m'ont dit, j'ai un endroit où tu vas rester, mais là-bas, c'est pas comme en famille. Au moins, c'est un toit où tu vas juste rester dormir. Et puis voilà, quoi, on va voir le reste après. Je me retrouve dans une maison où on a des voleurs, on a des prostituées, on a des proxénètes plus âgés, et on est là, on est ensemble dans cette maison. Donc automatiquement, je perds mon téléphone qui me permettait au moins de rester en contact avec ma mère. Je perds mon téléphone, donc j'ai plus les nouvelles de ma mère. Et puis voilà quoi, il y a une autre vie qui commence, la vie de la rue, du ghetto. Donc du coup, j'imagine certaines influences, Voilà, beaucoup, voilà, par des gens plus âgés que toi qui peuvent t'influencer, te faire beaucoup, dévier. beaucoup. Ouais, et du coup, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu aimerais revenir Oui, comme je l'avais précisé de l'autre côté, j'ai dit qu'à un moment donné, j'étais proxénète. À cet âge-là, parce que moi, j'aimais beaucoup Internet. Donc, je savais créer déjà des comptes sur ces sites de rencontres. Donc, il y avait des filles du quartier qui m'approchaient pour, pour leur trouver des gars en ligne. Et voilà quoi, à chaque fois qu'elle partait gérer, elle me donnait ma part de gâteau et puis voilà quoi. Et puis c'était ça. En ce moment-là, je vivais de ça. Alors tout à l'heure, tu disais que tu vivais de ça. Moi, j'aimerais plutôt dire que tu survivais de ça. Oui, c'est le bon mot. Je survivais de ça. Parce qu'à la maison, c'était aussi, comme j'avais dit, hein, c'était chacun pour soi. Donc, il fallait aussi ramener sa part de gâteau pour participer. Je retrouve ma mère et je retrouve un nouveau tuteur qui est un pasteur, qui va m'aider psychologiquement, qui va m'apporter cette figure paternelle, mais pas une figure paternelle sévère que j'avais connue auparavant, mais une figure paternelle docile, accompagnée de beaucoup de conseils. À cet âge-là, non, je recevais beaucoup de conseils venant de ce monsieur. Et puis, voilà, j'ai fait, je pense, 5 ans avec lui, hein. C'est là où j'ai fêté ma première fête d'anniversaire pour la première fois. Il n'avait pas grand-chose à m'offrir, mais il faisait de son mieux. Maman nous soutenait financièrement avec l'argent de popote et tout. Et puis voilà quoi. J'avais pas d'argent de poche, mais lui, il me donnait de l'argent. Quand il fallait sortir, aller teaser, aller s'amuser, aller dans des endroits, dans des festivals et tout. Donc, moi, je venais à chaque fois. Papa,
Je sors ici avec mes amis. Je n'ai pas de transport. Je n'ai pas habit. Vous voyez ce truc-là? Je n'ai pas habit. Tiens, va t'acheter des habits. Et vu qu'on ne vivait pas loin du marché de Kouté, j'étais tout le temps au marché en train de m'acheter des fringues, tout ça. C'est de là qu'est parti le mannequinat, en fait. C'est de là qu'est parti l'amour de raccommoder les habits, s'habiller, savoir s'habiller et tout, créer des tendances. Donc, à chaque fois, quand je raccommodais mes habits, je me dis, mais pourquoi tu achètes de nouveaux habits pour encore les déchirer, pour encore les couper? Ça sert à quoi? J'ai dit, mais c'est la mode. C'est la mode. Et lui, il aimait ça. Donc, c'était un peu comme un petit papa. Et puis voilà, j'ai j'ai vécu, j'ai vécu avec lui, sa femme et ses enfants. Et j'avais des petits frères. Donc, je me sentais comme en famille. Je me sentais bien. Je pense que c'est après lui que j'ai commencé maintenant à être plus autonome. Parce qu'après lui, j'ai pris ma propre maison et puis je vivais seul. Et puis, Alors, ce pasteur-là, comment est-ce que tu le rencontres? je le rencontre par le bien d'une dame qui était en contact avec ma mère, qui était dans le même quartier que moi où j'étais avec mes amis. Et cette dame-là dit à ma mère que ton fils, je le vois, il traîne ici, il est avec des jeunes qui ne mènent pas une bonne vie. Et vous savez, les mamans africaines, quand elles te voient déjà marcher avec un groupe de personnes, elles collent déjà cette étiquette-là en fonction de ce qu'elles voient. Et puis voilà. Donc, il y avait toujours ce compte rendu que cette dame faisait à ma mère. Donc, ma mère, c'est son seul enfant. Donc, le but, c'est de m'envoyer dans un camp de prière parce que d'après eux, vu tout ce que je faisais et cette vie de gangster que je menais et tout, d'après eux, hein, donc il fallait m'envoyer dans un camp de prière. Donc, le camp de prière, quand ils se sont rendus là-bas, le camp de prière où ils se sont rendus, où la dame s'est rendue pour parler, pour voir si on pouvait me recevoir, elle a trouvé ce pasteur-là là-bas. Et le pasteur a dit oui, l'église où il est là actuellement, c'était un camp de prière, mais c'est plus un camp de prière. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et la dame maintenant va expliquer, elle va expliquer au pasteur mon parcours. Et ce pasteur-là, en lui déjà, il se dit, mais l'enfant n'a pas de problème. L'enfant, il n'a pas de problème. Le seul problème de ce garçon, c'est qu'il a juste besoin d'une famille. Il a juste besoin d'amour. Il a juste besoin d'être encadré. Il a juste besoin de conseils. Il a juste besoin qu'on l'apporte la douceur. Sinon, l'enfant, il n'a pas de problème. Je veux rencontrer cet enfant. Et quand je rencontre ce pasteur pour la première fois, M. Bonji Barthélemy, la première des choses qu'il m'a dit, tu es beau, ne gâche pas ta vie. Et je me suis ressaisi là. Là, je me suis ressaisi. Quand il m'a dit ça, je me suis ressaisi en même temps. Donc, pour tous les jeunes qui vont peut-être suivre, qui vont regarder cette vidéo, je veux leur dire, je veux aussi leur dire ça. Ne gâchez pas votre vie. J'allais gâcher ma vie. Peut-être aujourd'hui, j'allais me retrouver dans un cercueil. Parce que être prostituée et puis être influencé par beaucoup de choses dans cette ruelle-là, où j'étais là, c'était un endroit où tout se passait. La vente de drogue, il y avait tout qui se passait là. Et moi, j'avais déjà pour ambition, j'avais trop d'ambition quand je vivais là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voyais que j'étais sur un mauvais chemin. Et quand il m'a dit ça, je me suis ressaisi. Quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, je ne vais pas vivre tout ça pour venir gâcher ma vie. Il a raison. Je vais me ressaisir. 3 jours après, il revient avec sa femme. Il me dit, Caleb, je suis venu te chercher. Pourtant, le premier jour, quand on a parlé, lui et moi, il m'a dit, je vais revenir, mais quand je vais revenir te chercher. Je lui ai dit, non, je ne vais pas bouger avec toi. Je n'irai nulle part, moi, je vais rester ici. Tu peux venir me rendre visite, on va prier ensemble, on va parler et tout. Je peux aller chez toi, te rendre visite et tout, mais là, je ne vais pas aller. Et j'avais en tête ça. Je ne quitterai pas ici. Je me sens à l'aise là. Parce que je suis livré à moi-même. Donc, je me retrouve dans une situation où je ne reçois pas d'ordre, je ne suis pas maltraité,
je vis selon moi-même mes propres désirs. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire dans une famille? Et je me disais que, oh, ça c'est un début. Il va peut-être me blaguer, arriver là-bas et puis ça va encore. Donc voilà. Et puis, la deuxième fois, quand il revient avec sa femme. Donc, il tape à la porte, je sors et je vois sa femme. Je le vois lui. Ils étaient très bien habillés. Et il me dit, Caleb, je suis venu te chercher. Moi, quand je rentre dans la maison, devant Dieu, peut-être s'il voit cette vidéo, il va savoir ça. Quand je rentre dans la maison, je ferme dans le but de ne plus sortir, qu'ils attendent, quand ils seront fatigués, ils vont retourner. Et puis là, quand je rentre, j'entends la dame dehors. Mais il est beau, pourquoi il veut gâcher sa vie? Et ça me travaille encore. Donc quand j'ai entendu ça, ça m'avait tellement travaillé. Et puis je me suis mis à genoux dans la chambre. Je ne savais pas prier. Et puis j'ai dit ça. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que j'ai vécu. Si tu penses que je vais partir avec ce monsieur et que ça va aller, je vais partir, je remets tout en tes mains. Mais si tu sais que ça va encore être la même chose, je prie que étant là-bas, toi, tu trouves une solution. Parce que là, j'ai plus de force. Donc, pendant qu'ils attendent, je sors en même temps avec mon sac. Et quand il me voit, il est dans l'enthousiasme. Il me dit, tu veux réellement partir? J'ai dit, oui, je vais partir. Il dit, mais tu m'as dit la dernière fois que tu ne voulais pas partir. J'ai dit, je vais partir. Je quitte la maison sans dire au revoir à mes amis, sans laisser de message. Ils reviennent à la maison, on ne me retrouve pas. Donc on m'appelle, tu es où? Je dis, je suis parti. Mais tes affaires qui sont là, il dit, partagez-vous, moi je suis parti. Donc je rentre avec ce pasteur, avec sa femme, je rencontre ses enfants, son église, ses fidèles. Je me sens bien. Voilà une nouvelle vie. Une belle rencontre. Oui, Belle rencontre, la main aussi de Dieu qui oui, intervient de manière décisive et oui, qui permet en fait de te remettre sur le droit chemin, quoi. oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que Caleb fait? Aujourd'hui, Caleb, Caleb suit une thérapie toujours parce que d'un enfant à un homme, tu gardes des séquelles. On peut pardonner mais oublier, comme on le dit, c'est impossible. Donc, j'ai pardonné mais oublié, comme je l'ai dit, j'ai toujours des flashs. Quand on me battait, j'ai toujours ces pensées qui reviennent. Je fais plus souvent des crises quand ça arrive. Et après ça, je me mets en tête que je suis Caleb. Et j'ai pas fait tout ce parcours pour m'arrêter là. J'ai pas traversé tout ça pour m'arrêter là. Donc, je me bats et je vais me battre. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je pouvais terminer dans beaucoup de choses. Je pouvais avoir des vices. Mais par la grâce de Dieu, je suis resté le meilleur selon moi et j'essaye d'être toujours meilleur dans ce que je fais. Donc, de là est né un Caleb manant, de là est né un Caleb entrepreneur, de là est né un Caleb jovial, qui est aussi la voix des sans-voix aujourd'hui sur TikTok. Et je ne sais pas si tu as suivi mes lives. J'essaie d'apporter de l'amour à des enfants rejetés. J'essaie d'apporter mon plus à des enfants de la rue parce que je sais ce que c'est qu'un enfant de la rue, vu que j'ai été. Je sais ce que c'est que être un enfant maltraité, vu que je l'ai été. Je sais ce que c'est qu'avoir des traumatismes de la maltraitance. Donc, mon passage à la télé, comme les gens l'ont dit, c'était pour me faire voir. Si je l'ai gardé pendant combien d'années pour moi et que je suis venu à la télé le raconter. Ce n'était pas dans le but de me faire voir, mais dans le but d'aider un jeune garçon ou une jeune fille qui traverse la même situation. J'ai des messages dans mon téléphone, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la maltraitance. C'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup ici. La maltraitance n'est pas seulement physiquement. Moi, je l'ai vécu physiquement et verbalement. Mais c'est aussi verbalement. Il y a des femmes qui sont maltraitées dans le foyer. Il y a des enfants qui sont maltraités. Il y a des hommes aussi qui sont maltraités. Donc, aujourd'hui, ma lutte, c'est ça. Je lutte contre la maltraitance. Je lutte contre le rejet
des enfants. Parce que quand tu mets un enfant au monde, tu lui dois tout. Il ne te doit rien. Toi, tu lui dois tout. Vu que l'enfant n'a pas demandé à naître, donc tu lui dois tout. Tu es responsable de sa vie. Donc aujourd'hui, Caleb lutte contre la maltraitance. Moi, j'aimerais quand même avoir ton avis en tant que personne qui a été victime de ces maltraitances-là, qui aujourd'hui aide des enfants en fait à voir la lumière, à sortir un peu du trou. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en dehors des gens comme toi qui avaient un peu cet objectif-là, ce limite associatif, hein, d'aider, est-ce qu'aujourd'hui, on a par exemple des psychologues pédiatriques qui sont disponibles, qui sont accessibles un peu pour accompagner ces enfants-là? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe ici? Pas trop. J'ai fait la connaissance d'une dame tout récemment, Madame Jiane, c'est elle qui m'a beaucoup aidé. J'étais chez un pote et je tapais sa pote. Et cette dame, elle est sortie. Elle m'a dit, salut, tu cherches qui? Et je suis venu voir un de mes potes dans sa cité. Elle m'a dit, je t'invite chez moi. Je lui ai dit, non, je vais attendre ici. Il se faisait très tard. Cette dame-là, elle m'a dit, viens, viens, je t'invite chez moi. En attendant qu'il arrive, vu qu'il a dit qu'il était en route, donc je rentre chez la dame et pendant qu'on parle, elle arrive à capter que ce jeune, il n'est pas comme les autres. Il a un truc. Il a traversé quelque chose, ce jeune. Donc automatiquement, cette dame me fait comprendre que est-ce que tu as vécu des traumatismes dans ton passé? Et là, tout commence. Je l'explique pas tout, mais quelques petits détails. Elle me donne un autre rendez-vous. Et là, on sympathise, on boit, on mange, on sympathise, elle me donne un autre rendez-vous. Et c'est là où je vais l'expliquer. Cette dame m'a beaucoup aidé en tout cas. Ici, il faut avoir d'abord les moyens pour se prendre un psychologue ou un, comment tu as dit là tout à Un l'heure, thérapeute, un psychiatre. voilà, un thérapeute. Il faut avoir déjà les moyens. Et pour moi, si tu n'as pas les moyens, tu fais comment? Donc déjà, je pense que c'est un sujet mis en place, c'est un sujet on doit aborder. C'est un sujet qu'on ne doit pas laisser passer. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant d'hier, pour moi, je me dis, on est bien. Quand on est bien. Mais quand on grandit, quand on devient une autre personne, ça veut dire on ne devient pas voleur parce qu'on a envie de devenir voleur. On ne devient pas une prostituée parce qu'on a envie de se prostituer. On ne vole, on ne ment pas parce qu'on a envie d'être menteur. Il y a bien quelque chose qui s'est passé pour qu'on arrive là. Et c'est là le sujet, c'est ce qu'on doit rechercher. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là, dans les rues, les enfants de la rue, ou ces filles qui se prostituent, ou ces jeunes qu'on appelle les délinquants aujourd'hui, on les juge, on les colle une étiquette. Mais on ne cherche pas à savoir ce qui s'est réellement passé dans leur vie pour qu'ils arrivent jusqu'à là. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est ça. À chaque fois que je suis dans les rues, que je rencontre ces jeunes, je ne cherche pas directement à leur faire du bien. Je cherche d'abord à savoir pourquoi ils sont ici et dans quel coup ils se retrouvent dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça veut dire c'est en écoutant ton histoire qu'on pourra peut-être trouver une solution pour toi. En fonction de ce que ton histoire donne, qu'on pourra essayer de trouver une solution peut-être psychologique pour toi. Parce que d'abord, tout est psychologique avant d'être physique. Tous ces gens fous là, ils ont toujours des problèmes psychologiques avant que ça se reflète sur leur apparence. Donc, voilà quoi. Ici en Afrique, ça veut dire on n'a pas vraiment assez de centres psychiatres pour ce genre de trucs-là. Et c'est du coup l'une des raisons pour lesquelles les témoignages comme le tien sont hyper importants. Parce qu'à défaut en fait de cette présence euh, médicale, surtout pour la santé mentale, bah, le fait de pouvoir avoir des figures qui s'expriment en fait peuvent leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et que des gens ont déjà réussi à s'en sortir, des gens qui sont dans des situations pareilles qu'eux. Donc c'est hyper important que tu prennes la parole comme ça, surtout là, face à notre caméra, pour porter un peu ce message aussi d'espoir. Euh, j'ai quand même quelques petites questions là avant qu'on termine. D'abord, ce manque d'amour. Ce manque d'amour paternel, ce manque d'amour maternel, comment est-ce qu'aujourd'hui ça impacte ta manière, toi, de donner de l'amour aux autres? Aujourd'hui, je ne donne pas de l'amour, je donne des conseils. Je donne des conseils parce que je n'ai pas reçu l'amour.
Je ne sais pas dire. Mes amis se plaignent tout le temps. Ils me disent que t'es pas... Ça veut dire, quand ils sont avec moi, souvent ils me font cette reproche-là, de me dire, depuis qu'on est avec toi, le mot je t'aime là, pourtant moi j'aime qu'on me dise je t'aime, mais moi je ne sais pas dire je t'aime aux gens. Donc je me dis que je ne sais pas donner de l'amour, tout ce que je sais faire, c'est de donner des conseils. Donc ces jeunes-là, quand je les rencontre, c'est que des conseils que je donne. Ne détruis pas ta vie, sois fort. Parce qu'il faut avoir la force de pardonner, la force de se pardonner soi-même, la force d'essayer de changer quelque chose dans sa vie. Donc faut avoir la force d'essayer de changer sa propre vie pour ne pas sombrer ou tomber dans beaucoup de choses. Alors j'avais aussi une autre question proche de ça. Aujourd'hui, c'est une question qui est vraiment, on va dire, satellite hein, au sujet principal, mais un enfant aujourd'hui métisse en Côte d'Ivoire, parce que moi j'ai beaucoup d'amis métis qui me disent souvent, en fait quand tu es métis, tu n'es jamais totalement considéré comme étant d'ici, mais en fait voilà. Le métis, il y a toujours un rapport particulier en fait à son environnement. Toi, comment tu décrirais en fait ton enfance du fait de ton métissage? En famille, il n'y avait pas de problème, mais plus avec des potes. On dit les oiseaux du même plumage volent ensemble, mais moi, j'ai jamais aimé marcher avec les gens de la peau métissée comme moi. Plus souvent de temps, je marchais avec des personnes plus foncées, de la peau plus foncée plutôt, parce que les métis qui vivent en Afrique se prennent pour des blancs, selon moi, se prennent pour des blancs. Et parmi les métis, il y en a d'autres qui sont racistes. Et ils aiment marcher entre eux-mêmes. Moi, j'aime pas tout ça. Je marche avec tout le monde. Dès le moment où tu as une bonne énergie, dès le moment où tu apportes de l'amour, de la joie, on peut marcher ensemble. Tout ne se limite pas seulement qu'à l'argent. J'ai été plusieurs fois ami avec des métis et ça n'a pas marché parce que il y avait ce côté raciste de ne pas vouloir marcher avec les autres. Il y a ça parce qu'ils se disent qu'il y a la jalousie. Pour moi, je ne voyais pas de la jalousie, je voyais juste du racisme. Le sujet des métis spécifiquement, bon, c'est pas le thème aujourd'hui, hein, donc on ne va peut-être pas approfondir. C'est vrai que c'est important aussi d'avoir ce ressenti-là d'un métis qui vit d'une société qui est peut-être un peu différente, voir un peu comment la dynamique en fait fonctionne, gravite autour de ça, quoi. C'est hyper intéressant. Et voilà. Est-ce que là, par exemple, tu as un événement, quelque chose que tu aimerais mettre en avant? Bon, là, évidemment, il y a les lives que tu fais sur TikTok dont on va parler. Il y a des événements là que tu comptes initier ou tu as des objectifs à court, moyen terme, en fait, sur ce créneau-là, justement. Oui, j'ai bien envie de lancer ou d'être dans une ONG pour aider. L'enfant, c'est l'avenir pour moi. J'ai vu des jeunes maltraités et mon plus, c'est ça. Je veux pouvoir aider les gens qui ont traversé la même situation comme moi pour ne pas qu'ils détruisent leur vie. Ouais. Au moyen d'une ONG que j'aimerais lancer, par exemple. Possible. Aussi. En tout cas, merci. Merci en tout cas pour ton temps, pour ton témoignage qui est très fort, pour aussi ce message d'espoir que tu portes auprès de tous les jeunes qui vivent ces situations, ces jeunes défavorisés qui n'ont pas accès ni aux soins mentaux, ni au soutien émotionnel qu'on est en mesure d'attendre dans ces âges-là. Et qui, dans ton message, ta personne, la lumière que tu dégages, en fait sera la trajectoire à suivre, quoi. Donc, encore merci. Merci d'avoir le courage de ressortir ces mots-là et d'être la vigie, en fait, que ces jeunes-là attendent. Merci à toi. Merci d'être passé à Coburg et voilà. Merci. Merci, c'est vraiment gentil de m'avoir reçu ici. Et le dernier message que j'ai pour les jeunes à travers le monde, c'est de te ressaisir. Ça peut être compliqué et difficile. Tu es une femme, tu es un homme, tu es un jeune, tu souffres. Pendant que je parle, tu te retrouves dans une situation de maltraitance, une situation où, financièrement parlant, tu ne peux même pas te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Tout ce que j'ai à te dire ce matin ou ce soir, c'est de prendre courage et d'espérer qu'un jour, tout va changer. Ne détruis pas ta vie, crois en toi et avance.